Puis il y a aussi une compilation des deux côtés. Tu peux nous parler un peu de, justement, il y a Rimka, enfin c'est un peu le mélange oriental et puis mélange avec le hip-hop. Enfin, voilà, en fait, ça a été fait en collaboration avec un DJ qui s'appelle DJ Kim, qui fait ici notamment à la radio Beurre FM. Qui était Radio Beurre à l'époque. Voilà, il est toujours dans cette radio jusqu'à aujourd'hui. Et il fait aussi ses projets. Il y avait des bonnes émissions hip-hop aussi, voilà. les 89-90. C'est là qu'on a commencé à se connecter sur quelques events et tout. Et dans Double Phase 4, je crois qu'on avait fait une reprise avec Tunisiano. On avait fait un remix de, je crois c'est Oud Scripture de Foxy Brown, où il y a un sample arabisant dedans. Et Tunisiano est rappé en arabe dedans, un petit couplet en arabe dedans. Et je crois qu'il était tombé sur ça, il m'a dit ouais mais que c'est tes influences, hein, les trucs un peu arabisants et tout, et ça te dirait de faire une connexion entre le hip-hop et le monde oriental, rail oriental, on peut faire des choses intéressantes quoi. Et notamment ça donne le fameux single Rimka, Rachid System. Mais après lui d'ailleurs ça l'a inspiré pour Femme Maghreb United. Ouais, il a fait d'autres choses comme Partir Loin, d'autres titres après dans ce style-là, tu vois. Il est plus parti là-dedans. Non, après il a eu une vague. Voilà, il a eu une vague où il est parti. Il y a eu une vague de 2-3 ans où tout le monde est un peu parti dans ce créneau-là. Tous ceux qui avaient ces influences-là, en tout cas, ils sont partis dedans. Donc c'est une belle rencontre et puis on a fait quelques bonnes dates. Enfin, voilà, ça m'a ouvert un autre. Là, par contre, du coup, ça m'a donné un autre public. J'ai fait des festivals que je m'attendais pas, des choses. Des deux côtés, du coup. Voilà. Donc là, du coup, là, c'était vraiment. J'ai vu complètement autre chose. Et ça m'a ouvert aussi musicalement. Là, on était vraiment très hip-hop. Et puis là, ça m'a élargi au niveau de la musique et tout. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses cet album. Et après, tu es revenu comme hip-hop avec Les Yeux dans la banlieue. C'était plus. Là, c'est le retour. C'était plus street. Là, vraiment, en fait, au départ, ce truc-là, on l'a fait vraiment pour se faire plaisir. Tu vois, on avait trop de petits qui rappaient, qui étaient. On avait plein de gens qui rappaient super bien. Et on avait plein de prods aussi. À l'époque, on s'enfermait beaucoup en studio, on avait plein de prods. Qu'on n'arrivait pas forcément à dealer dans deux autres albums. Pourquoi est-ce que. Et quand on s'est écouté au rappeur, on disait non, mais cette prod-là, elle tue, j'aimerais bien faire un truc dessus. Donc on s'est dit, vas-y, on fait ce projet-là. On appelle Les Yeux dans la banlieue parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux talents. On fait 3-4 titres avec des gros pour porter un peu le projet, mais l'idée c'était de développer les nouveaux talents. Il y avait Salif aussi. Ouais, il y avait Salif. Et on n'y croit pas, au départ on n'y croit pas du tout et à la fin, jusqu'à maintenant, on m'en reparle. Il n'y a pas une soirée que je fais où on ne me dit pas Les Yeux dans la banlieue, tout ça. Donc on a marqué beaucoup de gens avec ces projets-là. Plongé dans la banlieue, cœur en marge, l'esprit violé par une enfance qui peut rendre barge. Je veux juste foutre des jantes larges à la vie, puis ne plus me sentir muet quand je parle à l'avenir. Je viens de la banlieue, une cité de province, cette France cachait les chances de s'en extirper trop mince les yeux. Et ensuite il y a un morceau aussi, Trust Me, avec plus récent, donc avec Abby. Voilà, c'est une chanteuse anglaise en plus. On en parlait de la scène anglaise. En fait, Abby, c'est une chanteuse pour qui Madizem, je crois qu'il l'a rencontré à Londres. Donc en fait, qui faisait pop reggae, avec des scènes avec guitare, tout. Et quand il m'a fait écouter les maquettes, il avait refait quelques maquettes avec elle et tout. J'ai dit, mais cette chanteuse-là, il faut que je fasse un morceau avec elle, c'est pas possible. Et moi, donc on fait un son ensemble avec Madizem et tout. Au départ, quand elle écoute, elle dit c'est pas mon style du tout, le club, mais ce son-là, ça me le fait, donc je vais le faire. Et ça a donné ce son-là, Trust Me, et puis on a fait des scores pas mal au niveau de tous les tops du clubbing, et ça m'a mis
un nouveau pied dans ce credo-là, là, le réseau Yakas, Clubin, Extra Club, tout ce truc-là. Et depuis, j'ai quelques titres qu'on suivi dans le délire. Et IAM. Et plus récemment, Fire, là, le dernier. Qui est un peu partout. Bah justement, celui-là, il m'a permis de re-signer chez. J'ai re-signé chez MCA Universal. Là. Celui-là, il est signé là-bas. On a vu. Et aussi, grâce au set et tout ça, tu as pu rencontrer Jay-Z, tu as pu rencontrer aussi Rick Ross et tout ça. Tu peux nous parler un peu par rapport à Jay-Z? Ouais, bah en fait, j'ai eu la chance le tourneur qui faisait tourner NTM. Il faisait aussi tous ces gros concerts de Rihanna, Pussycat Dolls, Akon, Rick Ross, Jay-Z, Chris Brown, voilà, qui passaient ou au Zénith ou à Bercy. Et souvent, en fait, soit les Américains, ils avaient eu leur première partie, et de temps en temps, dans les contrats, il y a marqué qu'il fallait une première partie française. Et souvent, la première partie française, elle se désistait parce que pas prêt. Des fois, ils leur demandaient la veille voilà, tel groupe, est-ce que vous voulez faire la première partie? Sur le coup, ils disent ouais. Après, mais non, c'est déjà demain, on n'a pas répété, on n'a rien fait. Il y a même un groupe très connu, que je dirais pas, qui se sont présentés, et comme ils n'avaient pas pu faire de balance, ils n'avaient pas voulu monter sur scène, tu vois. Et moi, je suis kamikaze, tu vois. DJ, c'est plus facile aussi, tu vois, c'est pas pareil. Donc, moi, tu m'appelles, par exemple, Jay-Z, on m'a appelé à 17h, il fallait que je sois à 19h au Zénith. Et voilà, j'ai pris ma voiture, je suis parti direct. Et ça l'a fait. Et Jay-Z, donc ça c'était le Zénith, quand il est revenu pour faire son premier Bercy, le staff, ils m'ont demandé, voilà, le DJ qui était là l'année dernière, voilà, ça nous va, si vous remettez le même et tout, c'était bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Je me rappelle, il était avec Beyoncé, il avait été à Roland Garros, il était venu me saluer avant, alors que d'habitude les quinries c'est ça veut dire qu'ils ne calculent pas, surtout dans les concerts. Ils te regardent même pas, t'as pas le droit, t'as pas les mêmes loges qu'eux, enfin voilà, ils mettent vraiment une barrière, les managements surtout, ils mettent une barrière entre toi et tout le reste. Limite, un mec qui est là pour câbler, t'as le même statut quoi. Mais quand t'es monté sur scène, t'as levé la foule et que tu redescends, là ils te font ça, ils te disent ouais bien joué, et là ils te demandent ta carte de visite et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Faut faire ses preuves avec eux, tu vois. C'est-à-dire qu'au début tu arrives tout petit par la petite porte, mais une fois que le taf est fait, tu redescends. Mais ça se passe un peu pareil que le Killer, par exemple, quand Puff Daddy l'a repéré, tu vois, par exemple. Ah, c'est souvent ça quoi. Et puis moi je le sais parce que je l'ai fait plusieurs fois, donc au début tu peux te braquer, tu te dis attends, limite j'ai pas le droit d'aller me servir un verre d'eau, tu vois, c'est presque ça, tu vois, tellement qu'ils mettent la pression, les staffs, surtout les managements américains, ils sont sans pitié, tu vois. T'as pas le droit, même mon frère qui était là pour filmer, il fallait surtout pas qu'il prenne un plan. Chris Brown par exemple, on avait pris un plan pendant la balance où il y avait encore là les musiciens qui faisaient un truc avec Chris Brown. Le manager il arrivait direct, il a dit donne-moi ton caméscope, il a effacé les 4 secondes où on les voyait quoi. Mais à la fin, ils viennent nous féliciter, tu vois. Quand ils voient que le show est fait, que t'as levé c'est show and prove. Ouais voilà, exactement. Donc pour Akon, je me rappelle, il voulait pas que je monte sur scène, alors que le producteur, le management, il dit non, finalement, il n'y aura pas besoin de première partie. Ensuite, il y a du retard, parce que je crois qu'il était en Belgique la veille et tout. Il fait si, finalement, le DJ, c'est bon, il va faire 15 minutes, c'est tout. 15 minutes, on coupe. Ok, pas de problème. Même 15 minutes, pour la partie d'Akon, Bercy. 10 minutes si tu veux, je monte sur scène, j'annonce mon nom, je fais un petit truc, ça y est, ma pub elle est faite, je pars, tu vois.
Au bout de 15 minutes, le manager, il fait 10 minutes more, 10 minutes de plus. Ok, 10. À la fin, j'ai fait 1h30. 1h30. 1h30 à la fin, c'était terrible parce qu'ils n'étaient pas prêts. Il y avait des négociations, je crois, pour des histoires de sous. Donc en fait, le concert s'est retardé et j'ai tenu la foule pendant 1h30. Quoi. Si tu avais 3 albums de rap US, hip-hop US, qui t'ont marqué. Franchement, il y en a 1 milliard, mais dans les premiers qui m'ont influencé, on va dire que les deux qu'on parlait, AWL, Compton, dans la même année, le Public Enemy, Takes a Nation, voilà. La même 88, année. 88. Et je crois que c'est l'année d'avant, 87, l'album d'Eric Ben Rakim, où il y a Paid in Full. Voilà, ces 3-là. Et après, dans la même année 88, l'album de Run DMC, où il y a Peter Piper, tout ça, et Street Kid, tout ça. Là où il y a Peter Piper, là. Ouais. C'est Brazilian. Parce que ce morceau-là, il m'a... Juste pour ce morceau-là, tu vois, quand... c'est l'hymne des DJ. Retourné par tous les DJ jusqu'à aujourd'hui. Si tu avais 3 producteurs, rap US aussi. Franchement, il y en a tellement. On va dire que pour son originalité, j'en citerai un, Timbaland, dans l'école avec Lord Chami et Workalix. Là. En fait, on trouvait ce qu'il faisait, c'était décalé et différent de ce qui se faisait. Ouais. Et nous, ça nous parlait. Notamment, tu as vu, lui prenait des influences indiennes, arabisantes aussi. Tu vois, ça nous parlait aussi. Un peu la bande, dans ses compos. Je me rappelle que quand il fait l'album l'album d'Alia là, le magazine L'Affiche là, le gars qui fait la chronique de l'album là, il dit ouais c'est quoi cet album, un album, un Timbaland pas inspiré, parce qu'en fait le mec il n'a pas compris ce qu'on disait pour le Usher, c'était tellement nouveau, tellement. Mais comme t'as vu la vidéo quand Jay-Z il est en manque d'inspiration, il va voir tous les beatmakers là. Quand il va chez Timbaland, c'est quand même magique quoi. Il fait juste play comme ça, 2 secondes, Jay-Z il se lève et il fait c'est quoi ça? Si tu avais un dernier message à faire passer aux jeunes qui commenceraient à être DJ, enfin, ou tout au moins qui sont dans cette culture-là, mais qui veulent avoir leur originalité en quelque sorte. Bah, en fait, pour en parler, à chaque fois que j'en parle avec des anciens, et ceux qui ont duré vraiment dans le temps, tout ça, des fois, il y a eu des vagues où on s'est tous un peu perdus en chemin, et quand on s'est perdu, c'est qu'on a voulu faire comme ou pour quelqu'un. Ok, il y a telle radio qui a décidé que les morceaux qui rentrent en radio, il fallait qu'il y ait un refrain chanté. Donc tu as vu dans le rap, on a eu rap français, on a eu la vague où tous les rappeurs ils mettaient pour leur single une chanteuse ou un truc chanté dans les refrains, ou quelqu'un qui chantait dans le refrain, parce que sinon ça rentrait pas en radio, etc. On s'est tous fait avoir entre guillemets par le système, ou pour certaines choses, ou dire voilà, ce qui marche c'est la trappe, donc il faut que j'en fasse, alors que c'est pas peut-être pas ta vague. Et je dirais que en fait il faut pas jamais rentrer là-dedans, faire des trucs pour ou comme, parce que ça marchera pas. Faites ce que vous ressentez et ce que vous êtes, et là ça marchera. Et si toi tu kiffes ton son,
forcément, il y a des gens autour de toi qui vont kiffer. Si tu es à fond dans ce que tu fais, si tu crois à fond, si tu as fait un morceau pour satisfaire lui ou lui, c'est déjà que toi, tu n'es pas dedans à 100% déjà. Donc si toi-même, tu n'es pas dedans à 100%, comment est-ce que les autres vont te suivre? Donc faites vraiment ce que vous aimez. Quitte à... voilà. S'il faut passer par une scène en underground et monter, bah voilà. Quand Didier Crazy B m'a dit, il est venu me voir, il m'a dit ouais, on va faire un truc qui s'appelle Birdie Nam Nam, on va refaire on va faire un album, on va faire toutes les compos platine et tout, on va faire des scènes et tout. Bah, ouais. À aucun moment je lui ai dit ouais, bonne chance, ça marchera jamais. C'est impossible. Qui fait ça? Personne. J'ai dit ouais, mais faites-le, tu vois. Et un an après, j'ai dit je me suis trompé, complet. Ça a cartonné. Parce que eux, c'était ce qu'ils avaient envie de faire, ils l'ont senti et c'est comment ils voyaient le truc, et ils ont été à fond et ça a pris. Donc en fait, faites toujours ce que vous aimez, tu vois. Tu as raison sur le fait de penser au futur aussi du morceau, de comment il deviendra. Scarface, par exemple, de Ghetto Boy, il a eu une anecdote où il dit que quand tu fais un morceau, réfléchis dans 10 ans, ce qui sera aussi bon. Ouais. Tu vois. Et en fait, ce côté-là, c'est nous, notre génération, on a été épargné par ça parce que personne ne pouvait espérer vivre de ça. Donc on faisait, quand on sortait un carton dans la rue pour faire des tours sur la tête, il n'y a personne qui disait lui il va gagner sa vie en faisant des tours sur la tête, quoi. Et sauf que maintenant ces gars-là ils font ils sont chorégraphes, ils font des donc voilà. Il faut faire vraiment le côté passionnel et il doit primer. C'est vraiment le conseil que je donnerais. Une fois que tu es passionné, que tu fais des trucs par passion, le reste ça viendra. Le reste, il ne faut même pas se casser la tête, ça viendra. Mais surtout, ne jamais faire de morceaux de choses à la commande. Ça ne fonctionne pas. L'erreur, je l'ai fait moi-même déjà, je sais que ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que je suis revenu. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment? Ok, ça me plaît, j'ai envie de faire un morceau comme ça. Et je le fais, et voilà. À mon avis, c'est le chemin à suivre. Voilà. Parce que les chemins, faire un morceau comme ou pour, c'est pas les bons chemins. Ben, merci beaucoup, DJ Goldfinger. C'était Hip Hop Corner. Merci à vous.